Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui nous allons parler de confiance et d'estime de soi, ou plus exactement comment développer, entretenir et soigner sa confiance et estime de soi à travers 10 points du courant vivaliste que j'ai créé. Donc suivez gratuitement ces 10 points et je vous garantis un succès à 100%. Vraiment, écoutez mes conseils, suivez ma méthode vivaliste et je vous assure à 100% le taux de réussite. Ma méthode vivaliste est gratuite, accessible à tout le monde, homme ou femme, quel que soit l'âge et offre rapidement des résultats. Tout ce que je vous demande est de laisser un pouce bleu et de vous abonner si cette méthode vivaliste vous a convaincu et peut-être partager la vidéo si vous souhaitez aider les autres avec cette méthode gratuite et facile pour augmenter et développer sa confiance et estime de soi. Alors, pour développer cette méthode, je me suis inspiré en partie, de la philosophie de Nietzsche et plus précisément de la seconde partie de sa vie. Mais je me suis surtout inspiré de la philosophie de vie de l'empereur romain Marc Aurèle, qu'on peut entre autres retrouver dans son œuvre Penser pour soi-même. Mais bon bref, arrêtons de tourner autour du pot et entrons de suite sans plus tarder dans la méthode vivaliste en 10 points, résultat garanti. Alors petit 1, avoir du caractère. Alors on ne manque pas d'études psychologiques qui démontrent que les fondations, de notre confiance et estime de soi sont bâties lors de notre enfance par l'amour, l'affection et les encouragements de nos parents et être aimé. Ainsi une personne entraînée voit de suite si un enfant a été aimé, félicité, encouragé chez lui ou si l'enfant a eu des parents qui l'ont négligé. Alors un enfant aimé et encouragé est plus joyeux et ose exprimer davantage. Il est plus curieux alors qu'un enfant négligé est plus discret et plus replié sur soi-même. Évidemment, je généralise. Rien que ce point demanderait un développement de quelques heures pour parler de toutes les subtilités, mais bon, vous comprenez l'idée. Alors les bases viennent donc de notre enfance, mais ce ne sont que des bases. Et si on ne les reçoit pas, en soi, ce n'est pas un problème. On peut les acquérir plus tard en grandissant. Bref, sur ces fondations, on doit placer plusieurs traits et compétences dites sociales pour pouvoir, correctement s'adapter et fonctionner au sein d'un groupe. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien parce qu'un fort caractère et de bonnes connaissances et de bonnes compétences humaines, ou autrement dit des compétences relationnelles avec les autres, sont les deux piliers sur lesquels la confiance et l'estime de soi reposent pour se développer. Donc un fort caractère et de bonnes compétences humaines. Alors je vais faire une petite nuance entre les hommes et les femmes, parce que les hommes, cherchent à se faire accepter par un groupe, par les autres, et les femmes cherchent à s'accepter. Donc je répète, les hommes cherchent à se faire accepter et les femmes cherchent à s'accepter. Donc l'idée ici est que la confiance en soi et l'estime de soi des hommes va dépendre en grande partie de la manière dont les autres vont le percevoir et le traiter. Et la confiance et l'estime en soi des femmes va plutôt dépendre de la manière dont elles se voient et s'acceptent elles-mêmes. Là encore, je généralise dans les grands principes, et oui, il y a des exceptions bien entendu, mais les exceptions sont des minorités. Et pour des règles de la nature humaine, on peut dire qu'on s'en fout des minorités marginales. Ce sont les grands traits communs qui comptent et qui sont intéressants. Alors comme le dit l'adage, il y a aussi des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. Donc oui, des poissons peuvent voler, mais pour comprendre le fonctionnement des poissons, mieux vaut observer leur manière de nager. Et ça, c'est le point commun que tous les poissons ont en commun. Il va de même pour les humains. Regardons, les traits communs au lieu des différences de quelques minorités qui ne représentent pas la majorité et qui sont ultra minoritaires. Donc, récapitulons un peu. Les fondations de la confiance en soi et de l'estime de soi se bâtissent à l'enfance. Et si on ne l'a pas, ce n'est pas une tragédie, on peut le développer plus tard. Et deuxième élément, en général, la confiance et l'estime de soi des hommes viennent de la manière dont les autres le perçoivent. Donc l'homme va chercher à se faire accepter des autres, alors que la confiance et l'estime de soi des femmes viennent de soi. Ainsi, la femme va en général chercher à s'accepter elle-même. Et c'est dans les grandes lignes pourquoi en général les hommes ont
plus confiance en soi que les femmes, car se faire accepter des autres est 1000 fois plus facile que de s'accepter soi-même. Et oui, les femmes ne sont pas victimes du méchant patriarcat, mais simplement de leur finesse et intelligence psychologique naturelle plus poussée. Et oui, les femmes sont plus développées que les hommes sur ces points. C'est pourquoi écouter sa femme pour l'analyse, on va dire, psychologique est toujours intéressant, mais passons. Dans ce premier point de la méthode, on va se poser la question très concrète, comment développe-t-on du caractère? Et on parle de bon caractère et non pas de mauvais caractère, de merde que tout le monde déteste et que personne n'aime. Et statistiquement, les personnes qui ont un caractère de merde ont 4,7 fois plus de chances de finir tout seul ou toute seule, donc célibataire, que les personnes qui ont un fort caractère et un bon caractère. Et là, oui, je m'adresse plus aux dames, car les grognasses sont tolérées quand elles sont jeunes ou quand elles ont de gros seins, mais quand ça vieillit, la tolérance des hommes baisse en même temps que leurs seins. Voilà, ça c'était ma petite partie délicate. Alors c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Les hommes supportent le sale caractère quand la dame est jeune et belle, mais dès que le pétillant physique disparaît, en général, l'homme dégage la mauvaise caractère pour une femme plus agréable. Mais pour revenir donc au sujet, comment donc reconnaître et développer le bon caractère? Alors pour le coup, j'ai complètement piqué la définition à Marc Aurèle, car je suis à 100% d'accord avec lui. Car que dit Marc Aurèle au fond? Eh bien il dit que le bon caractère est lié à l'aspect moral de soi. Donc je vous explique comment je traduis cela concrètement en vivalisme. Eh bien tout simplement, le bon caractère est la somme de son intégrité et du compas intérieur, du comportement acceptable. Ainsi, une personne qui a un fort caractère se reconnaît par une bonne intégrité morale, et qui a un comportement acceptable aux yeux et des valeurs qu'on juge bien. Un exemple concret est le mensonge. Une personne qui ment facilement ou ment souvent n'a pas un fort caractère, car il n'assume pas ce qu'il a fait ou n'assume pas la réalité. Alors qu'une personne qui dit la vérité assume la réalité, quelle qu'elle soit, et on sait tous que lorsqu'on ment, on sait qu'on ment, et on sait que ce n'est pas bien, et chaque mensonge, on va dire, érode une partie de votre estime et votre confiance en vous. Parce que vous savez que ce que vous faites n'est pas bien à vos propres yeux, et aux yeux du monde, mais c'est surtout à vos propres yeux. Ainsi, vous pouvez être sûr qu'un mythomane ou une personne qui ment régulièrement a une très mauvaise image et estime de soi, et au fond manque cruellement de confiance en soi. Un autre exemple concret va être votre fidélité. Chaque homme, chaque femme peut être tenté de tromper son ou sa compagne. Alors la tentation fait partie de la vie et c'est normal d'en avoir. Par contre, quand on trompe sa femme par exemple, on sait au fond de soi que ce n'est pas bien, qu'on fait un acte vil et qu'on va faire du mal à sa compagne ou son compagnon et qui brise, on va dire, la parole que vous lui avez donnée, car quand on se met en couple, on promet, on donne, on va dire, sa parole, qu'on va rester fidèle, et quand on trompe sa moitié, on sait qu'on a manqué à sa parole, et ça érode ainsi votre confiance en vous et l'estime que vous pouvez avoir de vous-même, car, on va dire, vous savez que vous n'avez pas un comportement acceptable, et vous savez, au fond de vous-même, que vous êtes en gros un salaud, et on va dire, ça casse votre estime de vous-même. Alors petite parenthèse, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes trompent en général moins leurs hommes, car si elles le font, elles savent qu'elles vont avoir une sale image d'elles-mêmes, et je vous rappelle qu'en général, la femme cherche à s'accepter, et la femme ne va pas s'accepter facilement si elle sait qu'elle a un comportement qu'elle-même estime pas acceptable, comme par exemple tromper son mari. Donc oui, ce n'est pas pour rien qu'en général ce sont les hommes qui trompent plus leurs femmes que l'inverse. Mais bref, pour développer, on va dire, un fort et bon caractère, ça va demander de développer votre morale et de développer un comportement acceptable à vos yeux. Donc, à comprendre, un comportement digne, comme on le dirait aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de devenir un mouton conformiste, non, je parle de respecter, on va dire, un code moral et comportemental. Et si vous le faites concrètement, tous les jours, là, vous allez gagner en estime de vous-même, car vous allez être
on va dire, à la hauteur de l'image que vous voulez avoir de vous-même. Ou plus exactement, vous allez de plus en plus ressembler à la personne que vous aimeriez être ou que vous voulez être. Et on va dire, quand on y arrive, ça fait plutôt plaisir d'être la personne forte et digne que vous voulez être, on va dire, au fond de vous-même. Eh bien, soyez-le, car c'est le seul moyen de vous respecter vous-même et c'est le seul moyen de développer un vrai fort caractère, car vous allez savoir dire non aux tentations, non à la faiblesse. Et là, on rejoint, on va dire, Nietzsche, mais je vous passe les détails. Et en disant non aux choix et comportements faibles, vous allez devenir fort. Et vous allez développer naturellement un fort caractère, car ça demande du caractère pour dire non au mal et pour dire non à la faiblesse. Donc, oui, être moral et digne, c'est être fort, car on domine ses passions et on se domine soi-même. Alors oui, on passe à côté de plein de petits plaisirs et petites facilités et d'opportunités de plaisir, mais entre une petite facilité, un plaisir passager et l'estime, on va dire, de vous sur la durée, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Moi je dirais l'estime de vous sur la durée a plus de valeur. Alors aujourd'hui, beaucoup pensent que l'accumulation de plaisirs temporaires ou de facilité rend heureux. Mais c'est faux. C'est exactement le contraire qui rend heureux. C'est la discipline dans l'honneur, la dignité et le comportement moral qui rend heureux. Car on va dire, un plaisir est très vite fini, mais l'estime de soi, ça dure, on va dire, plus longtemps. Donc mieux vaut investir dans le durable et la durée. Donc c'est-à-dire la confiance et l'estime de soi, qu'on construit en se comportant à ses yeux bien, de manière bien. Alors je prends un dernier exemple concret. Alors beaucoup aiment la mauvaise nourriture bien grasse, donc le junk food. Moi le premier, je plaide coupable. Eh bien, dites-vous que manger un bon repas bien gras chez McDo par exemple, et c'est très bon, ça fait plaisir. Pendant une bonne heure, vous allez être content, mais très vite vous allez savoir que ça fait, vous allez vous souvenir que ça fait grossir, que c'est mauvais pour la santé et mauvais pour le portefeuille. Et en fait, vous le savez en fait depuis le début, et pourtant vous l'avez fait. Alors que si vous aviez du caractère, vous auriez dit non au mauvais gras inutile et vous auriez mangé un repas équilibré. Ainsi, non seulement vous vous sentiriez mieux physiquement, mais aussi psychologiquement, car vous n'auriez pas ce petit regret et mauvaise conscience qui érode petit à petit l'estime que vous avez de vous-même. Si vous aviez du caractère, vous n'auriez pas été faible et vous auriez même augmenté votre estime de vous-même, car vous auriez été fier de vous. Fier, on va dire, au fond, d'avoir su dire non, mais on va dire ça demande un léger sacrifice, le sacrifice de vous dire non, non à vous-même, quand vous aviez tout simplement faim et que vous passiez devant le McDo. Et oui, la discipline a un coût, c'est dur sur le moment, mais c'est un investissement en vous. Donc réfléchissez-y la prochaine fois que vous voulez craquer. Et si vous le faites, si vous faites l'expérience, vous verrez que vous aurez une meilleure image de vous. Donc là, je parle de faire l'expérience, de dire non, de vous discipliner et de passer votre chemin et de manger un repas équilibré. Faites l'expérience et vous verrez que vous aurez une meilleure image de vous-même si vous résistez donc à la tentation. Alors entre le plaisir court terme et l'estime durable de vous, il faut souvent choisir. Et en général, on choisit le mauvais choix. Mais moi, je vous encourage à faire le bon choix, qui est de choisir la discipline et l'estime durable de vous-même. Et dites-vous que le caractère n'est pas un trophée. Donc voilà, vous courez un 100 mètres et à la fin, vous avez la médaille d'or, puis vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Le caractère, c'est comme les muscles, ou bien la foi. Si on ne pratique pas régulièrement, ça s'affaiblit, ça se ramollit, et celles et ceux qui ont arrêté le sport savent de quoi je parle. Bref, concrètement, le vivalisme est une philosophie qui vous apprend et vous encourage à utiliser chaque occasion, chaque défi, chaque événement, comme un entraînement pour tester et renforcer votre caractère, comme du sport renforce vos muscles. Et oui, c'est un parallèle intéressant, car développer du caractère et des muscles demande tous deux de la discipline. Mais concrètement, comment faire? Comment reconnaître ce qu'il faut concrètement faire? Eh bien, utiliser comme boussole, on va dire, ces 4 principes vivalistes, qui sont
la bienveillance, l'honnêteté, le travail et le respect des autres. Donc concrètement, faites le bien que vous pouvez, faites plaisir, dites des gentillesses pour que l'autre se sente bien dans sa peau. Donc soyez bienveillants, réjouissez-vous, on va dire, des plaisirs et des chances des autres. Après, soyez honnête, donc soyez franc, dites la vérité, surtout quand vous vous engagez à faire un truc, faites-le vraiment, et ceci, que ce soit pour un autre ou pour vous-même. Donnez, on va dire, de la valeur à votre parole. Ensuite, développer, on va dire, le goût du travail, de l'effort. Méprisez la facilité, les raccourcis, soignez, on va dire, la rigueur dans les détails. Et en dernier, évidemment, et pas des moindres, respectez les autres. Donc, restez poli, même avec les cons, on va dire. Ne regardez pas les autres de haut, soyez simple, naturel et direct, mais de manière, on va dire, polie. Voilà, donc appliquez ces 4 principes vivalistes concrètement dans votre vie quotidienne, et non seulement vous vous améliorez en tant que personne, mais vous développerez également votre estime et votre confiance de vous-même. Voilà, donc regardons maintenant le second point de la liste de 10 points. Alors petit 2, s'accepter comme vous êtes. Alors dans le point précédent, on a parlé de progresser, on a parlé de cheminement, mais s'améliorer est un processus qui prend du temps. Et dans ce second point, on ne va pas parler du cheminement pour s'améliorer, mais on va parler de l'instant présent, du entre guillemets en attendant ou de l'immédiat présent. Le tout de suite, on va dire le maintenant, quoi. Donc pour être heureux, ou du moins bien dans sa peau, il faut en effet savoir qu'on est sur un cheminement qui va vous faire avancer humainement, mais il est aussi important de vous accepter tel que vous êtes. Donc ici, on va parler de l'importance de l'auto-évaluation, donc du positif et du négatif. Car personne n'est parfait, et pour être bien, on va dire, dans votre peau, vous devez vous accepter tel que vous êtes en ce moment, mais il faut en même temps un cheminement dans votre vie. Car si c'est simplement se contenter de sa médiocrité, là, évidemment, ça ne sert à rien. Donc l'idée, on va dire, est de vous accepter comme vous êtes, imparfait, mais cherchant à vous améliorer. Et quand vous savez que vous êtes en train de vous améliorer, vous pouvez être plus tolérant envers vous-même. Car tous, je dis bien nous tous, on a 2 images de nous. D'une part, l'image de ce qu'on aimerait être, ou on va dire de la manière dont on aimerait être, et d'autre part, à l'opposé, on a une image de ce qu'on aimerait surtout pas devenir ou surtout pas être. Et tant qu'on se dirige vers la personne qu'on aimerait être, on peut être plus détendu, plus tolérant avec nos défauts. Le temps, évidemment, qu'on arrive enfin à être la meilleure version de soi-même. Car être trop sévère tout le temps avec soi-même n'est pas bon non plus. Il faut savoir se donner un peu de répit, un peu de douceur, et de tolérance. Mais ce léger relâchement ne peut se faire que si on est sur un cheminement ascendant, et là je le précise bien. Et donc si on s'accepte comme on est réellement, simplement, honnêtement, sans se cacher le mauvais comme le bon, eh bien on lutte en même temps contre le sentiment d'être malheureux. Alors les stoïciens, comme Marc Aurèle par exemple, pensent que s'accepter tel qu'on est le seul remède au malheur et au perfectionnisme excessif. Parce qu'on a tous en fait une facilité naturelle à savoir très bien se critiquer soi-même, à ne voir que les mauvais côtés de sa personne, et on a énormément de mal à voir les côtés positifs et d'en apprécier, on va dire, la valeur. Et je ne parle même pas de l'avis des autres, qui souvent est assez critique, car les gens, nous les premiers, il faut bien le reconnaître, nous signalons plus facilement ce qui ne va pas plutôt que ce qui va bien, comme si le bien était normal et se passe de commentaires, alors que ce qui n'est pas bien doit être signalé et pour être corrigé. Donc concrètement, le deuxième point de la méthode vivaliste est que vous devez être à l'aise avec vous-même. Donc dites-vous que vous devez vivre H24 avec vous-même. Donc mieux vaut quand même vous aimer un minimum, ça facilite, on va dire, la relation. Parce que bien s'aimer, quand même, ça aide considérablement à améliorer votre confiance en soi et votre estime de vous-même. Alors je ne dis pas évidemment d'être amoureux, amoureuse de vous-même, je ne dis pas de devenir un gros narcisse, d'où le mot narcissisme vient. Non, ce que je vous dis, c'est que vous devez être ami avec vous-même, vous devez apprécier
enfin vous appréciez être en accord avec vous-même, et vous remarquerez que si vous vous aimez bien, eh bien, vous tisserez plus facilement également des amitiés avec les autres, et vous tomberez également plus facilement amoureux ou amoureuse. Et on va dire la cerise sur le gâteau, quand on s'aime bien, on a beaucoup moins à faire de ce que les autres pensent de vous. Ainsi, quand vous vous aimez un minimum, vous vous pardonnez plus facilement des erreurs, et cela, on va dire, vous aidera à tourner des pages et à ne pas stagner dans des états de tristesse et de regret qui ne sont pas du tout constructifs. Car rien n'empêche le progrès personnel autant que les regrets ou de stagner dans le passé. Vous devez laisser, on va dire, le passé là où il est, c'est-à-dire dans le passé, et vous focaliser, on va dire, sur ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire le maintenant. Et vous pouvez même penser à demain, mais surtout vous focalisez sur le présent. Donc, sur le maintenant, et vous focalisez peut-être aussi un peu sur ce qui vient, c'est-à-dire le demain. Alors, ce qui nous mène évidemment vers le troisième point sur 10, qui est la qualité de vos pensées. Nietzsche disait qu'un corps fatigué donne des idées fatiguées. Et parallèlement, les meilleures idées se forment en marchant. Car son idée, que je partage quand même, est que lorsque le corps est actif et dynamique, ses pensées sont actives et dynamiques. Et la qualité des pensées, on va dire, influe sur votre humeur, sur votre morale et votre joie de vivre. Donc, troisième exercice, développer des pensées constructives et dynamiques. Alors, concrètement, cela peut se faire en marchant, de préférence à l'air libre, en forêt, entouré de verre. En tout cas, évitez de réfléchir à des problèmes ou des choses importantes quand vous êtes malade ou fatigué. Vous ne créerez qu'une spirale négative et non constructive. Non, vraiment, apprenez vraiment à reconnaître les moments propices à la réflexion. Et donc là, je parle de la réflexion sérieuse. Et apprenez à reconnaître les moments à éviter. Ainsi, par exemple, le soir, après avoir mangé, quand vous êtes crevé sur le canapé en train de digérer, ce n'est pas le bon moment pour penser, on va dire, à des projets de vie long terme, comme se lancer ou lancer sa boîte ou changer de travail. Si vous le faites, vous n'allez vous créer que des doutes et vous mettre des bâtons dans les roues. Car concrètement, votre projet, lui, ne change pas, mais selon la qualité de vos pensées, vous allez voir votre projet d'un angle possible et réalisable plutôt que d'un angle impossible et lourd. Alors l'exemple qui illustre très bien ce point est la technique des enfants malins qui attendent que leur mère soit reposée dans son bain, bien étendue, pour lui demander telle ou telle chose, car l'enfant malin a observé que sa mère est plus enclin à dire oui quand elle est détendue après un bon bain agréable. Mais pour revenir, on va dire, vers du plus sérieux et du plus profond, si régulièrement vous vous sentez un peu dépressif ou que vous avez régulièrement une mauvaise image de vous qui vous rend abattu ou triste, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise pensée. Il est alors à craindre que le mal est plus profond et que le mal vienne en fait d'un manque de confiance ou d'estime de vous-même qui régulièrement vous rappelle que vous n'êtes pas content de vous. Donc, dans ce cas, revenez au point 1 de la méthode vivaliste et développez l'estime et la confiance de vous en vous comportant de manière qui vous rend fier de vous-même. Donc vraiment, le gros de nos problèmes vient de la mauvaise image qu'on a de soi. Donc, travailler sur soi est le meilleur investissement et le meilleur chemin vers le bonheur, ou du moins la paix intérieure et cerise sur le gâteau. C'est gratuit en plus de le faire. Donc dites-vous que méditer pendant des heures dans l'espoir de se sentir mieux, c'est, passe-moi l'expression, c'est de la merde. Alors c'est de la discipline et c'est un comportement digne qui vont vous aider à aller mieux et non une attitude passive dans la position du lotus ou je ne sais quelle autre bêtise. La méditation est faite pour redescendre sa tension et son taux d'excitation, et pour rien d'autre en fait. Donc la méditation ne va pas résoudre vos problèmes d'estime de vous-même ou de confiance en vous. Et là, je répète, l'estime de soi est la base sur laquelle on s'appuie pour prendre des décisions importantes au quotidien. Donc une bonne estime de soi est vitale si on veut oser faire des choses et oser bosser pour améliorer sa situation au lieu d'espérer que
et que le destin va de lui-même améliorer votre situation. Donc c'est votre estime de vous qui va décider si vous allez avoir une attitude passive ou active face à l'adversité ou face aux événements. Dites-vous que, comment dire, plus vous aurez de pensées négatives à propos de vous-même et moins vous aurez d'estime de vous-même. Donc, ne serait-ce pas une bonne idée aussi de regarder ce que vous faites de bien, même dans les petites choses, pour, on va dire, vous aider à améliorer votre estime de vous-même. Eh bien, faites-vous une liste quotidienne des choses bien que vous avez fait ou des choses que vous avez bien fait et vous verrez que vous n'êtes pas si nul que ça. Alors, on est tous naturellement très forts pour savoir nous critiquer, eh bien, on va dire nous souligner nos défauts. Donc, il est important aussi de savoir reconnaître sa valeur et de reconnaître ce qu'on fait de bien, même dans les petites choses. Et donc, sans transition, allons donc vers le 4e point, qui est d'arrêter de réfléchir et de commencer à agir. Et oui, car on peut avoir la plus brillante et géniale des idées, mais si votre idée n'est pas suivie d'un plan d'action puis d'actes concrets dans le réel, sur le terrain comme on dit, eh bien votre idée géniale ne va rester que du vent. Alors je sais qu'on vit dans une société où on surréfléchit à tout, qu'on aime planifier, rêver, mais au final on brasse beaucoup de vent, mais on ne pose pas d'actes, alors que ce sont les actes dont on est fier, non pas des pensées. On est fier de ce qu'on a accompli dans le réel, et non pas de ce qu'on a pensé. Et donc, poser des actes concrets peut sembler stressant ou difficile, mais une fois ces actes posés, vous verrez très vite que ce n'était pas si dur que cela, et comme vous avez fait avancer, on va dire, votre vie ou les choses, eh bien votre estime de vous-même va augmenter. Et cela vaut aussi pour les petites avancées. Même pour les petites avancées où on ressent, on va dire, de la fierté. On est d'une part, on va dire, content que c'est fait, et on est content qu'on l'a fait. Donc vous allez être doublement content de vous-même, et c'est, on va dire, le chemin du bonheur et de la sérénité. Donc pour le 4e point du vivalisme, le vivalisme vous apprend une chose simple, et c'est d'agir. Mais évidemment, n'agissez pas n'importe comment, focalisez-vous, concentrez-vous sur ce que vous faites, faites un plan et suivez le plan de manière sérieuse et concentrée. Ne partez pas dans tous les sens, ne vous dispersez pas, ayez de la rigueur d'esprit et agissez pour faire avancer votre projet. Même si ce sont des petites actions, il faut avancer. Et en structurant, on va dire, vos pensées et en agissant, vous allez voir eh bien, que vous arrivez à faire avancer vos projets, vous verrez que vos rêves se réalisent et vous verrez le fruit de votre pensée, de votre réflexion devenir du réel, du concret. Et ça rend fier, ça nous rend contents de nous-mêmes, et c'est une fierté, on va dire, qui est légitime, car on a bossé, on a fait le taf, comme on dit, et on mérite le plaisir et la fierté qui viennent quand de petits ou de grands succès deviennent visibles. Et évidemment, se montrer et se prouver à soi-même qu'on est capable de travail, de rigueur, et se prouver qu'on est capable de produire des résultats, améliore l'image qu'on a de soi et par extension, on va dire, sa confiance en soi. Alors je prends un exemple concret pour les dames. Au lieu de demander de l'aide aux hommes pour monter, je ne sais pas moi, votre armoire Ikea par exemple, faites-le vous-même. Même si le plan a l'air très compliqué, posez-vous, lisez les étapes attentivement, essayez de comprendre et montez votre armoire petit à petit, sans tricher, et vous verrez la fierté que vous aurez d'avoir su le faire vous-même comme une grande. Vous aurez la fierté de ne pas avoir eu besoin d'un homme, et vous verrez, on va dire, votre estime de vous-même augmenter. Mais ceci vaut aussi pour les hommes, hein. Donc essayez de faire les choses par vous-même. Alors votre robinet fuit, essayez de voir comment le réparer par vous-même. La porte grince, essayez de la graisser vous-même, etc., etc. Savoir se débrouiller, être autonome,
permet d'économiser de l'argent, mais ça permet aussi d'être davantage fier de soi. Car quand on a besoin d'aide ou d'assistance, on se sent souvent au fond de soi, souvent, soit on va dire une grosse merde incapable, soit on se sent pas quelqu'un de très dégourdi, et c'est pas bon pour l'image qu'on a de soi. C'est pourquoi apprendre à être autonome ou à savoir bricoler, se débrouiller, aide à vous donner, on va dire, une bonne image de vous-même et vous permet de gagner en confiance en vous. Donc vraiment, quel que soit votre projet, arrêtez de tourner en rond et commencez dès à présent à poser des actes. Donc vous voulez perdre du poids? C'est une très très bonne idée. Eh bien, commencez dès aujourd'hui et restez fort. Gardez votre régime. Fixez-vous une période pendant laquelle vous allez être fort et si vous y arrivez, eh bien, vous verrez que votre estime de vous-même va augmenter. Je peux même prendre notre exemple. Vous voulez vous occuper de votre jardin, ou trier, et ranger votre armoire à vêtements? Excellent, faites-le maintenant de suite. Vous gagnerez de suite en estime de vous et en confiance en vous. Mais cette technique vivaliste fonctionne aussi avec les grandes décisions, par exemple. Vous souhaitez changer de travail, mais c'est trop dur? Mettez sur un papier les étapes à suivre pour y arriver. Donc, les premières étapes vont concerner, on va dire, les compétences, les formations, les diplômes nécessaires pour pouvoir pratiquer le métier que vous souhaitez. Ensuite, solliciter à des emplois pour, au final, changer de travail, pour pratiquer un métier qui vous plaît davantage ou qui vous rapporte davantage. Donc, investir en vous, donc en votre personnalité ou en vos connaissances est de loin le meilleur investissement qu'on puisse se faire. Donc voilà, arrêtez de surréfléchir pour chaque détail pendant des siècles, arrêtez de parler sans arrêt de vos idées ou de vos projets et simplement posez des actes. Commencez simplement le travail et apprenez à toujours agir de manière réfléchie et rigoureuse et vous verrez votre estime de vous-même exploser vers le haut et en même temps votre confiance en vous va augmenter et par extension également votre sentiment de bonheur. Car je vous rappelle que les pensées ne sont que du vent théorique et ce sont les actes dans le réel qui comptent. C'est l'accomplissement de tâches qui booste votre estime de soi et dites-vous que les personnes qui connaissent le succès n'ont pu connaître le succès que parce qu'ils ont posé des actes, qu'ils ont posé acte après acte et ils se sont bougés et le succès est la récompense d'un travail réfléchi, on va dire, et rigoureux. Le succès facile, on va dire, est un mythe. Si vous regardez la vie des personnes à succès, vous verrez énormément de travail et d'actes posés. Donc, suivez l'enseignement vivaliste et commencez à agir dès à présent. N'attendez plus, commencez maintenant, pas d'excuses, commencez maintenant. Alors, j'ai vos noms, je viendrai vérifier. Non, je plaisante. Mais sans plaisanter, commencez vraiment maintenant. Voilà, cela nous mène vers le cinquième point qui est d'ignorer les rabat-joie. Car on le sait tous, quand on parle d'un projet ou d'une idée, la masse des gens, y compris dans notre propre famille, va souligner les difficultés et va essayer de démontrer que votre projet n'est pas possible. Alors ce sont des rabat-joie. Mais dites-vous qu'il y a assez d'études psychologiques qui ont largement démontré que ces personnes en réalité ne font que vous exprimer leurs propres limites, car eux seraient incapables d'accomplir votre idée ou votre projet. Pour eux, c'est donc un projet impossible ou irréalisable. Mais vous n'êtes pas eux. Donc vous pouvez y arriver si vous vous mettez au travail, si vous planifiez de manière intelligente et surtout si vous posez des actes comme on l'a vu. Alors je sais qu'on a besoin d'être rassuré quand on veut se lancer dans un projet, mais n'écoutez pas les rabat-joie, disons qu'ils ne feront que vous faire douter de vous et par conséquent vous freiner ou pire, vous arrêter. Dites-vous qu'il y a deux types de personnes dont l'avis a réellement une valeur. Alors ce sont d'abord les experts, qui sont donc expérimentés dans le domaine qui touche à votre projet, et donc on va dire donc les gens qui savent réellement par une vraie expérience de quoi ils parlent, et les autres sont celles et ceux qui ont un intérêt direct ou financier dans votre projet.
Et donc ces deux catégories de personnes sont au niveau pour vous donner des conseils, des avis de valeur. Tous les autres ne sont pas à la hauteur et ne sont qu'un bruit de fond. Un bruit parasite qui ne pourra avoir qu'une influence négative sur vous. Et n'ayez pas peur de rappeler aux gens qui ne sont pas les deux catégories de valeurs dont on a parlé et qui insistent trop pour vous décourager que tout simplement que leur avis ne vaut pas grand-chose, car ils ne sont ni concernés directement, ni les professionnels du domaine. Alors n'ayez pas peur non plus de dire gentiment aux personnes à qui vous n'avez pas demandé leur avis et qui essaient quand même de vous convaincre de renoncer à votre projet, de vous laisser tranquille, car vous avez déjà assez à faire sans perdre votre temps à écouter des personnes négatives et toxiques. Votre temps est précieux, alors utilisez-le avec intelligence. Ne perdez pas votre temps avec des personnes toxiques. Dites-vous que les rabat-joie aiment critiquer et dire non à tout. Les rabat-joie ne supportent pas quand on sort de la norme, quand on s'affirme, ça leur rappelle à eux-mêmes leur propre médiocrité et incapacité. Donc au lieu de vouloir voir les autres réussir, ils veulent voir les autres échouer, car ça met les autres à leur niveau de raté, car c'est plus facile de critiquer les autres et de leur mettre, on va dire, des bâtons dans les roues, que d'accepter l'idée d'être un raté. Car reconnaître d'être un raté va vous obliger d'agir, de changer, de prendre des risques, d'évoluer, de changer. Et un raté est par définition faible, donc incapable de changer, de bosser dur pour se sortir de sa médiocrité. Dites-vous que le rabat-joie est dans sa situation de médiocre par ses propres limites, par ses propres choix, donc ne le plaignez pas. Il ou elle s'est mis lui-même dans leur situation de faible et de médiocre. Et vous, ne vous laissez pas entraîner vers leur niveau de raté. Vous concentrez-vous sur votre chemin, sur les tâches que vous devez accomplir pour avancer, car ça c'est constructif et ça c'est votre réalité. Donc concrètement, le 5e point que vous enseigne le vivalisme est d'ignorer les bruits négatifs de fond. Alors c'est facile à dire, car souvent ce sont nos proches et donc celles et ceux qu'on aime qui font les rabat-joie. Et comme on les aime, ça détruit littéralement notre confiance en nous. Dites-vous qu'une des grandes leçons du vivalisme est que vous devez réaliser que vous n'avez aucun contrôle sur ce que pensent et font les autres autour de vous. Par contre, vous avez le contrôle sur vos pensées, sur vos actes et comment vous réagissez. Et c'est vous, et vous seul, qui allez décider si vous allez laisser ces personnes toxiques vous toucher ou non. Dites-vous que l'avis de ces personnes toxiques n'en vaut pas la peine, donc ignorez-les, comme vous ignorez les bruits de fond. Alors ne les laissez pas vous faire douter de vous. Maintenant que vous le savez, prenez-vous en main, ne les laissez plus jamais vous toucher et vous rabaisser à leur niveau. Ce qui nous amène naturellement vers le 6e point que nous enseigne le vivalisme, qui est d'assumer sa responsabilité et ses actes. Et oui, le travail ne garantit pas toujours le succès, mais dites-vous que l'absence de travail assure à 100% l'échec. Et on peut tous faire des erreurs qui conduisent à des échecs. De plus, on n'est pas toujours coupable, on va dire, des actes qui ont mené vers un échec, mais comme on est le chef, on est responsable. Car au fond, on n'a pas été assez vigilant, rigoureux ou compétent. Donc la leçon ici est de ne pas geindre et de faire ton travail. Fais ce que tu as à faire, sans te plaindre et assume les conséquences positives comme négatives de ce qui se passe. Dites-vous que l'incapacité à assumer les conséquences de ces actes ou l'incapacité à assumer la responsabilité des échecs est un très fort signe de manque d'estime de soi et de manque de confiance en soi. Car je vous rappelle que cette vidéo traite bien de cela. Alors pourquoi est-il aussi important d'assumer ses responsabilités? Eh bien quand on blâme les autres, quand on rejette la faute sur les autres, de fait, on se met dans une position de faible, de victime, victime des autres ou des circonstances. Alors des exemples du quotidien concret, alors vous avez le fameux « je suis en retard à cause des bouchons » ou « je n'ai pas eu la promotion que je voulais car je n'ai pas fait de la lèche auprès du directeur » ou même « je n'arrive pas à trouver du travail à cause de la mauvaise économie », etc. Alors même si ce sont des raisons qui peuvent être vraies,
Dites-vous que les vivalistes, donc les personnes fortes avec une bonne estime de soi, ne se concentrent pas sur les facteurs extérieurs qui ont peut-être causé les problèmes, mais les vivalistes se concentrent et concentrent leur temps et leur énergie sur les moyens d'accomplir leur objectif. Donc un vivaliste ne se laisse pas abattre par une erreur et il apprend et il avance. D'ailleurs, comme le disait Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Dites-vous que lorsque vous apprenez à assumer et à accepter la responsabilité des échecs, vous réalisez la puissance et la force de l'anticipation, du contrôle et de l'autonomie. Vous serez alors réellement libre car vous vivrez votre vie à votre manière selon vos choix. Ainsi, en ne jetant pas la faute de votre retard au travail au facteur extérieur de vous, qui est donc le bouchon, assumez la responsabilité et partez plutôt de chez vous pour éviter le bouchon ou d'arriver en retard. Ou bien, au lieu de pester contre votre directeur de ne pas avoir reçu la promotion, demandez-lui pourquoi vous n'avez pas eu la promotion, écoutez-le attentivement, demandez-lui ce qui vous manque ou ce que vous devez améliorer. Notez tout, faites-vous une liste et travaillez sur chaque point et faites de temps en temps un bilan avec votre supérieur pour évaluer vos progrès et ça montrera, on va dire, votre motivation et cela peut vous obtenir la prochaine promotion. Et pour le dernier exemple, oui, l'économie peut être pourrie, mais intensifiez vos recherches ou cherchez des métiers en dessous, on va dire, de votre niveau, comme on dit, ou cherchez à apprendre de nouvelles compétences, faites des formations, des cours du soir et j'en passe, eh bien, ne restez pas là où vous en êtes et prenez-vous en main, ne laissez pas les autres ou les événements décider pour vous. L'idée est de vous prendre en main par vous-même. Rappelez-vous, vous ne contrôlez pas les pensées et les actes des autres, mais vous contrôlez vos pensées et vos actes. Alors si la situation n'est pas en votre faveur, eh bien, par le travail, par l'effort, sortez-vous de cette situation et mettez-vous dans une situation plus favorable que vous aurez choisie. N'attendez pas que le destin résolve les problèmes pour vous. Prenez-vous en main. C'est bien pourquoi le vivalisme parle de responsabilité, de travail et d'autonomie. N'attendez pas que les autres vous sortent de la merde, n'attendez pas que les autres fassent le travail à votre place. Prenez-vous en main et faites vous-même le travail. Faites cela et vous verrez que vous aurez une meilleure estime de vous-même et une plus grande confiance en vous, qui sont le seul moyen, le seul chemin vers le bonheur. Vous savez, le bonheur ne vient pas en accumulant des choses et des biens de l'extérieur de vous, mais le bonheur vient bien de votre estime de soi et de votre solidité morale intérieure. En gros, si vous n'êtes pas fier de vous et si vous ne vous aimez pas un minimum, vous ne pourrez pas être heureux. Point. Ce qui nous mène vers le 7e point, qui est de tenir sa parole. Alors tenir sa parole n'est pas seulement pour être vu comme quelqu'un de fiable et d'honorable, mais a aussi une fonction spécifique qui vous impacte personnellement au niveau psychique. Alors par tenir sa parole, on entend de faire ce qu'on s'est engagé de faire, et là il y a deux niveaux, l'engagement envers les autres et l'engagement envers soi. Bref, ce qu'on promet aux autres et ce qu'on promet à soi. Et dites-vous que dans les deux cas, psychologiquement, chaque promesse est un test inconscient d'intégrité et si vous tenez votre promesse envers vous ou les autres, vous améliorez la bonne image de vous-même. Le fait d'avoir tenu sa parole simplement est en accord avec la bonne conduite morale que vous ressentez comme bon en vous-même et qui vous permet de vous évaluer vous-même et qui vous permet de vous dire que vous êtes une personne bonne. Donc, quand on ne tient pas sa parole, ça érode l'estime de vous, car vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur du niveau moral que vous estimez acceptable pour une bonne personne. Les pires des mensonges qui détruisent votre estime de vous, on va dire, est la promesse qu'on fait en sachant de suite qu'on ne la tiendra pas. Alors, ce type de mensonge est le pire et a un impact terrible sur votre estime de vous-même, sur la confiance de vous-même et sur l'amour et l'amitié que vous avez envers vous-même. Car vous savez au fond de vous-même que votre comportement est moralement intolérable et au fond de vous, vous savez que vous ne voulez pas être ce type de personne qui ment et pourtant, vous allez très exactement vous comporter comme vous ne voulez pas être. Et ceci vous fait honte. Vous fait honte à vous-même
et vous détruit, on va dire, de l'intérieur à petit feu. C'est bien pourquoi on dit qu'il n'y a pas de petits mensonges. Car quel que soit le degré, on va dire, du mensonge, vous vous décevez vous-même et vous décevez, on va dire, les autres, et c'est extrêmement destructeur. Alors après, il y a des mensonges qu'on dit parce qu'on n'ose pas dire non ou qu'on n'assume pas une situation. On a tous vécu à un moment ou à un autre, je pense. Et au fond de nous, on sait qu'on se montre faible et malhonnête. On essaie de se rassurer en nous disant que ce n'était qu'un petit mensonge de rien, mais ça nous ronge quand même de l'intérieur. Et si cela vous intéresse, il y a des ouvrages entiers, surtout en anglais, sur le thème du mensonge et des impacts psychologiques sur votre inconscient. Car, je vous résume l'idée, c'est qu'un mensonge vous oblige à refouler votre intégrité et ce refoulement vous cause des dommages. Car de même que vous n'aimez pas un ou une menteuse, quand vous mentez, vous ne vous aimez pas. Alors puisqu'on est dans le monde anglo-saxon, profitons-en pour citer un de leurs présidents, le fameux Abraham Lincoln, qui était réputé ne jamais mentir. Car il disait que pour mentir aux autres, il fallait avoir une excellente mémoire pour se souvenir de ce qu'on avait dit. Et que l'honnêteté, on va dire, était plus facile, car on n'avait pas à se souvenir de ces mensonges en gros. Donc tenir sa parole est une des clés vitales pour une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi et d'avoir du caractère comme on l'a vu dans les premiers points. Donc ne négligez pas ce facteur, ne pensez pas que ne jamais mentir c'est être cuculapraline, être un bisounours, non, c'est justement le contraire. Tenir sa parole est la marque des forts, qui s'assument et qui assument leurs actes, et qu'on le reconnaisse ou non, les personnes qui tiennent leur parole et qui sont droites inspirent le respect des autres. Donc vous avez là plusieurs raisons de ne pas mentir et de tenir votre parole envers vous-même et envers les autres. Alors dites-vous que faire une promesse à une personne est un acte de puissance, car vous engagez votre personne, votre sérieux et votre intégrité, et tenir sa promesse fait naître du respect chez l'autre ou en vous. Si vous vous faites une promesse et que vous avez tenu cette promesse, comme par exemple d'arrêter le chocolat ou le tabac par exemple, et à contrario, si vous ne tenez pas votre promesse, eh bien vous perdrez en estime ou en amitié. Cela peut même vous fâcher avec les autres. Donc vraiment, tenir sa promesse est vraiment un point important à ne pas négliger. Alors si d'aventure vous avez eu un moment de faiblesse ou un oubli, essayez de quand même tenir votre promesse, excusez-vous auprès de l'autre, reconnaissez d'avoir été nul, et cette fois tenez vraiment votre promesse. Mettez un point d'honneur à tenir la promesse faite, et cette rédemption est le seul moyen de corriger votre erreur envers vous-même et envers l'autre, et cela fait écho à un autre point qui est d'assumer. Là, vous ressortirez la tête haute, car ça peut arriver d'oublier ou d'avoir un coup de flemme, hein, c'est humain. Et donc, utilisez cette opportunité pour vous sortir par le haut, en assumant, en reconnaissant vos torts et en tenant quand même votre promesse. Alors, allons maintenant, on va dire, vers le 8e point, qui est parle peu de toi-même. Alors, comme le disait l'empereur Marc Aurèle, et là je cite, accoutume-toi à prêter sans distraction l'oreille aux paroles des autres et entre autant qu'il se peut dans la pensée de celui qui parle. Donc je répète, accoutume-toi à prêter sans distraction l'oreille aux paroles des autres et entre autant qu'il se peut dans la pensée de celui qui parle. Alors il faut l'avouer, on a tous tendance à parler un peu trop de nous-mêmes autour de nous. Alors selon les études récentes sur le sujet en France, on parlerait entre 38 et 40% du temps de nous-mêmes. Donc on passe quasiment la moitié de notre temps à parler de nous-mêmes. Alors bien entendu, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ces chiffres ne sont qu'une moyenne d'un échantillon représentatif de la population, mais cela donne quand même une idée. Alors mettons un peu de science physique dans notre histoire. Alors la science officielle nous apprend que lorsqu'on parle de nous, notre cerveau sécrète de la dopamine. Et la dopamine est la molécule qui nous procure du plaisir et de la joie. Cependant, avouons aussi que personne n'a envie d'entendre l'autre parler sans arrêt de ses dernières vacances, de son jardin, du dernier téléphone qu'il a acheté et de ce qu'il ou elle ressent à l'achat de tel ou tel produit. Nous,
on s'en fout des détails, donc les autres s'en foutent aussi des détails de notre vie. Donc donnez les grandes lignes aux autres, mais n'allez pas trop dans les détails de votre vie. Laissez plutôt les autres parler et écoutez-les attentivement. Parce que si vous passez votre temps à parler de vous, vous allez passer pour un ennuyeux et les gens vont vous éviter. Et vous perdrez en amitié et en crédibilité car personne n'aura envie de vous prendre au sérieux car vous serez réduit au grade d'emmerdeur, même si vous êtes intelligent. Et dans le monde de l'entreprise, par exemple, vous pourrez donner le sentiment de sous-estimer la vie et l'input des autres, voire de passer pour quelqu'un de nerveux ou qui manque d'assurance. Donc parler de vous est comme l'alcool, à verser avec modération. Si vous souhaitez plus de résultats positifs, écoutez plutôt les autres parler. Cela vous rendra déjà d'une part plus sympathique et on aide plus volontiers une personne sympathique. Et d'autre part, vous vous exposerez beaucoup moins à dire un truc qui pourrait vous nuire plus tard. Donc ne perdez pas trop votre temps à parler de vous, car cela ne vous apporte pas grand-chose de concret et de positif. De plus, ne perdez pas votre temps avec les ragots et les rumeurs sur les gens qui ne sont pas là pour se défendre ou pour s'expliquer. Car on sait tous que de parler des autres derrière leur dos n'est pas une chose morale et acceptable. Enfin, moralement acceptable, comme on dit. Alors, on sait que si on se commet à des commérages, on est un type assez bas de personne. Et ça aussi, ça érode l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et honnêtement, en société, quand on a une réputation comme cela, on passe pour passez-moi l'expression, pour un con ou une personne à éviter. Donc, et là, plus personne ne vous prendra au sérieux et plus personne ne vous confiera quoi que ce soit. Donc, ne participez jamais à des ragots ou à des jugements des autres. Alors, la technique est simple. Ne dites que des choses que vous oserez dire, que vous osez dire en face de la personne. Si vous n'oseriez pas dire telle ou telle chose de telle manière devant la personne, ne le dites pas derrière son dos. Et n'ayez pas peur de dire en face de la personne que derrière son dos vous avez dit telle ou telle chose si ça vous avait échappé. C'est comme ça qu'on corrige un moment de commérage qu'on a fait. Et si ce n'est pas joli ce qu'on a dit, on peut entre quatre yeux présenter ses excuses en reconnaissant ce qu'on a dit et en regrettant. Et là vous en sortirez, on va dire, par le haut. Être capable de reconnaître ses torts et d'être capable de s'excuser fait naître du respect pour vous chez l'autre. Donc parlez peu de vous, parlez peu des autres et écoutez plutôt les autres. Les autres vous donneront des informations que vous pourrez utiliser plus tard. Alors pas forcément contre eux bien entendu, mais en cas de conflit, une information peut vous donner la victoire. Et le grand stratège chinois Sun Tzu a passé sa vie à souligner l'importance de l'information. La connaissance, dites-vous que l'information vaut de l'or, donc n'ayez pas peur d'écouter. Alors Nietzsche, par exemple, disait que toute personne a une volonté de puissance, et quand on parle, on exerce de fait sa puissance sur les autres, car son auditoire est à votre écoute. Bon, je résume énormément, mais c'est l'idée qu'en parlant, vous aurez de la puissance sur les autres. Alors c'est vrai quand on transmet, on va dire, des connaissances, enfin une connaissance académique, technique ou une information intéressante, mais ça ne s'applique pas à sa personne. Parler énormément de soi est un signe de faiblesse. Et plus vous parlez de vous-même, et plus vous allez vous exposer. Donc laissez plutôt les autres s'exposer et prendre des risques inutiles. Alors attention, je ne vous dis pas de ne jamais parler de vous. Non, ce que je dis est de ne pas trop parler de vous dans les détails, car, disons-le, les gens s'en battent les couettes, comme on dit, de ce que vous avez vécu ou ressenti. Et si cette personne, on va dire, s'intéresse énormément aux détails de votre vie, dites-vous que cette personne veut très sûrement entrer dans votre intimité, donc vous sautez quoi. Et ça peut être pour un homme comme pour une femme. Voilà, et dernier point de ce 8e point sur 10, qui est qu'en écoutant l'autre, vous pourrez sonder sa manière de penser, comme le disait Marc Aurèle. Entre guillemets, donc là je le cite, entrer dans la pensée de l'autre. Cela, on va dire, vous permettra de pouvoir mieux anticiper les actes de cette personne. Ainsi, si cette personne est mauvaise, vous pourrez mieux vous en méfier et éviter d'être victime de ces actes. Et vous pourrez même anticiper une défense afin de vous blinder contre cette personne.
Mais en connaissant mieux l'autre, vous pourrez mieux apprécier ses qualités et vous protéger de ses défauts. Cela vous permettra, on va dire, de garder plus longtemps une relation sereine avec ce dernier, tout en tirant des avantages et bénéfices. Car si vous connaissez ses défauts, vous pouvez anticiper. Cela va vous éviter, on va dire, des frustrations, des colères et d'être victime de ces défauts. Je prends un exemple très concret. Imaginez que votre collègue est très sympa, mais manque de rigueur. Eh bien, en anticipant, vous pouvez blinder votre travail, ainsi son incompétence n'affecte pas la qualité de votre travail aux yeux de votre supérieur, et vous pourrez continuer à profiter des rires et de la bonne humeur qu'apporte son côté sympa. Mais comme vous avez pu l'analyser, eh bien, vous avez blindé votre travail, ainsi quand il fait de la merde, excusez-moi, vous êtes couvert et lui ou elle devra assumer seul les conséquences de ses erreurs. Et il ne pourra pas vous mettre les fautes sur votre dos, ce qui créerait une frustration et une colère justifiée qui vous priverait, on va dire, du plaisir que vous auriez de ces bons côtés de la personne. Ceci vaut aussi pour votre vie privée. Quand vous connaissez bien votre partenaire, vous pouvez anticiper et vous êtes bien moins vite déçu par ce ou cette dernière. Donc l'écoute des autres est très importante et essayez de ne pas trop parler de vous tout le temps. Voilà. Ce qui nous mène vers le 9e point, et donc avant-dernier point, qui est « Souviens-toi que tu es mortel ». Alors, en apparence, cela peut paraître morbide, mais ça ne l'est pas du tout. Car quand on se dit tous les matins qu'on peut mourir à chaque instant, eh bien, on savoure mieux chaque moment et on profite davantage des petites choses de la vie. Et surtout, le plus important est qu'on fait aujourd'hui de suite ce qu'on doit faire, car demain, ça pourrait être trop tard. Donc, le but de se dire tous les matins qu'on est mortel et de vous motiver à l'action. On va dire aussi vous motiver à profiter chaque jour à fond. Je crois que tous, on voit que le temps passe très vite, les jours vont très vite, on est déjà presque à la fin de 2021, ça va très vite, donc profite bien de chaque journée, de chaque conversation, de chaque repas et surtout ne perds pas ton temps à ne rien faire. Mais agis et fais des choses pour donner, on va dire, du sens à ta vie et de la valeur à ce que tu fais, à tes projets. Dites-vous que lorsqu'on réalise que son temps est compté, on évacue, on va dire, le superflu et on se concentre sur l'essentiel. Je ne vous raconte pas le nombre de films qui parlent de ce sujet. Hein. C'est toujours, vous savez, le mec qui découvre qu'il a un cancer et qu'il ne lui reste, on va dire, que quelques semaines à vivre et il va profiter à fond de ces dernières semaines. Et en gros, il va vivre plus en quelques semaines que durant toutes les années de sa vie. Eh bien, l'idée du vivalisme est de ne pas attendre à la fin de votre vie pour vivre, mais bien de profiter tous les jours au maximum, comme si demain était votre dernier jour. Cette technique permet d'aller à l'essentiel dans sa vie, de cerner ce qui est important pour nous et de travailler, on va dire, à se mettre dans la situation que l'on souhaite, d'avoir, on va dire, la vie que l'on souhaite, de profiter, on va dire, du temps avec sa compagne ou son partenaire, ou bien même de son animal domestique. Lui ou elle ne sont pas non plus éternels, alors au lieu, on va dire, de perdre votre temps à vous gratter les parties intimes sur votre canapé en regardant Netflix comme un zombie, levez-vous et allez passer du temps avec votre chat, votre chien, ou passer du temps à chercher un petit coin sympa où amener votre douce, boire un verre dans un cadre sympa, et faites-lui la surprise. Ça ne coûte pas des masses et ça va lui faire tellement de plaisir, et vous le savez. Vous savez, femme heureuse, foyer heureux, et vous profitez aussi de ces moments agréables. Alors oui, ça va demander un peu de concentration quand vous êtes fatigué, mais rapidement ça va produire des fruits de joie et de plaisir, et ça peut être gratuit aussi, hein. Pas la peine de penser argent. Par exemple, vous notez bien toutes les chansons que votre compagne aime, et un soir vous lui faites une compilation sur YouTube ou ailleurs, et vous passez un super moment émotionnel, ou en rire, et voilà un moment réussi qui rend heureux. Ça, ce sont les petites choses. Mais faites la même chose pour les grandes choses, les grands travaux, ce qui va demander pas mal de travail. Mettez-vous au travail, faites avancer le schmilblick dès à présent et vous profiterez plus vite et plus rapidement des fruits de votre travail. Donc si vous voulez profiter de chaque journée, même si des fois la vie est difficile, eh bien suivez la méthode vivaliste et dites-vous
tous les matins que vous êtes mortel et qu'aujourd'hui peut être le dernier jour. Cela va vous motiver à agir et comme on l'a vu dans les points précédents, quand on pose des actes, on est fier de soi et on augmente l'estime qu'on a de soi et en même temps on augmente sa confiance en soi et l'amour ou l'amitié qu'on a pour soi-même. Donc vraiment augmenter l'intensité de vos journées grâce à la méthode Vivaliste. Et donc dernier point, le 10e point, est faites un bilan quotidien. Alors la dernière technique facile et gratuite pour améliorer votre estime et confiance en vous est de faire 2 listes. Et oui, j'aime bien les listes, je sais. Alors la liste peut être physique sur du papier ou ça peut être une liste, on va dire, mentale. Alors sur la première liste, mettez entre 3 et 6 choses qui vous sont arrivées ou que vous avez vécues dans la journée et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors ces 3 à 6 choses peuvent être pas des petites choses, hein, mais qui vous ont fait plaisir ou que vous avez aimé. Cet exercice va vous aider à voir les choses positives et agréables qui vous sont arrivées et vous aidera à vous lever le matin. Car lorsqu'on a pris l'habitude de ressentir de la gratitude pour les grandes et petites choses qui nous arrivent, on a plus de facilité à ressentir de la joie, du plaisir, et on se sent plus fort et plus confiant pour affronter une nouvelle journée. On ressent moins, on va dire, le poids des choses difficiles et on profite plus de la vie. Il s'agit donc bien de vous créer, on va dire, un cercle vertueux ou une spirale vertueuse, mais vous comprenez en fait l'idée. Alors sur la seconde liste, notez 1 à 3 succès de votre journée. Donc, qu'avez-vous bien réussi? Quels fruits avez-vous récoltés avec succès de vos efforts? Le but ici est de trouver plus de fierté dans votre travail ou plutôt plus de fierté dans les résultats que vous obtenez. Alors les succès peuvent être des choses simples comme avoir dit non à la mauvaise bouffe ou être allé à la salle de sport par exemple. Bref, ça peut être des petites choses qui font avancer vos projets et votre vie et qui vous font vous sentir bien et fier de vous-même. Cet exercice, on va dire, va booster considérablement votre estime de vous-même et de votre confiance en vous, car vous allez mieux voir les résultats de vos efforts. Et vous allez voir que vous êtes davantage capable que vous ne le pensiez peut-être. En gros, vous n'êtes pas un gros nul, car vous arrivez à produire des résultats visibles qui vous rapprocheront, on va dire, de vos objectifs. Cette nouvelle dynamique mentale que vous donnent ces 2 exercices vont vous stimuler et vous encourager à être toujours plus constructif et efficace dans vos tâches quotidiennes. Et au bout d'un moment, vous allez voir les résultats très concrets et vous allez tout simplement atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. Donc pour conclure cette longue vidéo sur le vivalisme, le but de ces 10 points et exercices faciles et gratuits est de vous concentrer sur l'essentiel, de mieux gérer votre temps et vos efforts afin d'atteindre vos objectifs tout en améliorant votre estime de vous-même, votre confiance en vous et l'amour ou l'amitié que vous avez pour vous-même. Et je vous rappelle que cette estime et confiance en vous va déterminer comment vous allez vous sentir et réagir au monde et aux autres. Donc si vous vous sentez perdu et ne savez pas quoi faire, eh bien suivez les méthodes Vivaliste, faciles et gratuites pour vous sortir, on va dire, de votre situation, de prendre, on va dire, votre vie en main et de commencer à devenir une personne avec un fort caractère et personnalité. Le vivalisme ne vous vend pas le bonheur. Le vivalisme vous donne des méthodes gratuites pour vous aider à vous créer, on va dire, un style de vie constructif et sain qui vous mènera vers le bonheur. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner pour récompenser le travail pour créer cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider gratuitement d'autres personnes. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, anticipez, préparez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!